Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur le miroir de la femme de ce mercredi 4 mai 2022. Cela dit, le nouveau ministre de la Communication a rencontré ce matin les organes de presse publique pour une prise de contact. Le point de cette rencontre avec Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama. Après plus d'une semaine à la tête du ministère de la Communication, le nouveau ministre a tenu à rencontrer les différentes institutions et organes de presse publique pour une prise de contact. Chacun ont tour à tour passé à la présentation de leur entité, une présentation générale sur les progrès réalisés, mais également les besoins au niveau de chaque institution. En prenant la parole, le ministre est revenu sur la mission qui est assignée au ministère dont il en a la tutelle. La mission assignée à notre département ministériel est primordiale et transversale. C'est pourquoi je vous invite à vous investir pleinement, chacun dans son domaine de responsabilité, au vu de l'atteinte des objectifs qui nous sont fixés. Fort de la confiance dont j'ai été investi par le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, j'agirai de façon à mériter cette confiance et j'attends un retour de vous des résultats tangibles basés sur des règles de travail axées sur la confiance réciproque et les principes de redevabilité et de reddition des comptes. Ma réussite sera la vôtre, mon échec sera le vôtre. Il sera appliqué les principes basés sur le mérite en ce qui concerne les nominations au poste de responsabilité. Dans le même temps, il sera établi des cahiers de charges et des fiches d'obligation de résultats assortis d'indicateurs de performance précis conformément au principe de la gestion axée sur les résultats. Il sera également procédé à un renforcement de capacité des services et des agents en vue d'améliorer la gouvernance administrative et financière. Je sais que cela passe nécessairement par certaines conditions à réunir, mais je m'engage à faire en sorte qu'il en soit ainsi dans la limite bien évidemment des moyens disponibles de l'État. Nous ferons cependant les plaidoyers nécessaires en direction non seulement de l'État, mais aussi des partenaires qui nous accompagneront, Inch'Allah. Certes, malgré les efforts accomplis par l'État ces dernières années, notre administration, de manière générale, éprouve encore quelques difficultés à accomplir convenablement sa mission. Plusieurs faiblesses ont été identifiées à cet égard. Manque d'initiative de la part des agents, oisiveté, absence d'amour de la patrie et du travail bien fait. Pour ne citer que certains tares qui gagneraient notre appareil administratif. Ces tares, au-delà de le déplorer, constituent des contre-valeurs de notre société et le programme de la Renaissance acte 3 du président de la République, Mohamed Bazoum, entend y remédier afin de faire du Niger un pays émergent. Pour l'atteinte des résultats tangibles, une rencontre est prévue dans les jours à venir avec les responsables des organes de presse privés, mais également une visite des lieux pour constater de visu les réalités une fois sur place. Comme
Comme à sa tradition, la Cour des comptes présente au grand public chaque année son rapport général public. Dans celui de cette année, on découvre plusieurs irrégularités, tant sur les dépenses financières publiques que sur le contrôle des biens et des comptes des partis politiques. Une réalité qui ne laisse pas indifférent la population nigérienne. Suivant à cet effet la réaction de Dambaji Allah, acteur de la société civile nigérienne, dans ce extrait, avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de cette édition. Ce rapport a résumé trois grandes parties. La première partie, c'est le comportement et le respect, s'il existe, des partis politiques vis-à-vis de la République. La deuxième partie, c'est le comportement de l'exécutif vis-à-vis de la République. Et la troisième partie, c'est le comportement même des élus de ce peuple vis-à-vis de la République. Quand vous prenez la première partie, considérant des partis politiques, fouillez-y, allez-y voir quels sont les partis qui sont à règle par rapport même aux dépenses, à la tenue de la légalité des dépenses prévues par la loi, jusqu'au niveau du processus électoral, comment ils vont dépenser l'argent. Allez-y voir ceux qui sont à règle par rapport aux exigences de la loi dans le fonctionnement des partis politiques par rapport aux deniers publics. Ils sont de moindres, des grands partis politiques qui ne sont pas à règle. Et pourtant, la loi a prévu que si un parti politique n'est pas à règle, en tout cas de sévir à travers la loi, et elle a prévu le mécanisme de sévir. Même pas ce rapport, même le rapport passé, les partis politiques sont des véritables indisciplinés vis-à-vis des lois et règlements de la République. Et on ne leur applique pas la règle pour que ça soit pédagogique pour ceux qui aspirent à faire ça. Et voilà, dans Bâtissons-là que vous retrouverez enfin deux journaux. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 27 avril dernier, le gouvernement nigérien a modifié la loi sur la cybercriminalité. À l'issue donc de ce conseil, le gouvernement a annoncé que les délits de diffamation et d'injure vont être dépénalisés. Relativement donc à ce sujet, une de nos équipes a recueilli l'avis des journalistes sur la modification de cette loi. Suivant. Et dans un premier temps, lorsque cette loi a été adoptée, en tout cas en tant que journaliste et blogueurs, entre autres, tous ceux qui sont actifs notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est en lien avec les réseaux sociaux, les gens n'étaient pas contents, parce que les gens voient comme si l'espace civique, l'espace d'expression est en train d'être menacé ici au Niger. Alors cette décision de réaménager, entre autres, cette loi qui doit tout simplement que désormais le journaliste ne sera pas en prison, mais il sera amendé. Et moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose, c'est une décision à saluer. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que cette loi, quelque part aussi, ça peut amener le journaliste à être en prison. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez-vous un journaliste qui a commis un délit et qu'on dit que, ok, d'accord, ce journaliste ne sera pas en prison, mais on va l'amender. Un exemple, un journaliste qui n'a pas les moyens, on peut l'amender par exemple 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et si ce journaliste n'a pas cette somme d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que si on n'a pas fait attention, il sera en prison. Alors pour dire que c'est bien vrai, c'est une très bonne chose, c'est vraiment une initiative à saluer, mais qui a toujours également des impacts par rapport à ce que je viens de dire. Alors l'appel que moi j'ai lancé, c'est vraiment d'être attentif, parce que nous journalistes, on a d'autres, si on peut le dire ainsi, petits problèmes, c'est le fait
qu'on veut toujours diffuser l'information en première position sous forme de scoop. Alors l'appel que j'ai à lancer à l'endroit vraiment des journalistes, c'est vraiment toujours de vérifier l'information. Quand on vérifie l'information avant la diffusion, c'est que sûr, on n'aura pas beaucoup de problèmes qui vont amener à un journaliste jusqu'à ce qu'on l'amende ou bien qu'on l'envoie en prison. C'est un combat qu'on a effectivement mené parce que depuis que cette loi sur la cybercriminalité a été adoptée, nous on a dénoncé le fait qu'elle n'est pas en harmonie avec l'ordonnance 2035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Comme vous le savez, au niveau de cette ordonnance, il y a au moins 4 délits qui ont été dépénalisés. L'offense, l'injure et la diffamation. Donc on a vu que ce n'est pas normal que de l'autre côté, il y a des délits qui sont dépénalisés, mais au niveau de cette nouvelle loi, il n'y a aucun délit de presse qui a été dépénalisé. C'est comme si cette loi de 2019 a quand même remis en cause les acquis qu'on a de cette ordonnance portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. Et les organisations socio-professionnelles des médias ont effectivement, sous la hauteur de la maison de la presse, ont mené un plaidoyer au niveau des plus hautes autorités pour voir comment il faut effectivement harmoniser ces deux textes, chose faite aujourd'hui. Donc on peut dire effectivement que c'est une bonne chose pour les journalistes de voir aujourd'hui que les délits d'injure et de diffamation par voie électronique ont été dépénalisés. On ne peut que reconnaître cet acte au gouvernement et saluer les efforts des associations socio-professionnelles des médias, des journalistes qui se sont mobilisés depuis l'adoption de cette loi pour qu'elle soit révisée. Parce que si vous vous rappelez, depuis son adoption, les organisations socio-professionnelles des médias ont dénoncé la discrimination par rapport à cette loi en la comparant à l'ordonnance 2010-035 portant régime de la liberté de presse qui a déjà consacré depuis 2010 la dépénalisation de ce même délit, injure et diffamation par voie de presse. Alors, je pense que ce n'est qu'un pas du combat des associations et on salue aussi la bonne volonté du gouvernement qui a écouté cet appel pour le bien de la gouvernance démocratique, en faveur de la liberté de la presse. Je pense que ce n'est qu'un acte qui consacre la promotion de la liberté de la presse au Niger. Donc avec cette correction qui est tout à fait juste, qui est en conformité avec les textes antérieurs, on ne peut que saluer l'action du gouvernement et inviter les confrères à plus de responsabilité. Puisque c'est vrai, les journalistes nigériens, les médias nigériens font beaucoup d'efforts et cet acte du gouvernement, je pense que c'est une reconnaissance de la bonne volonté des journalistes qui font un travail exceptionnel, sensible, mais avec les moyens de bord, comme on dit, puisqu'on connaît la situation des journalistes. Donc ce genre d'acte vient réconforter la presse nigérienne dans son ensemble à faire mieux son travail, à relever les défis démocratiques. Sur tout un autre plan, après le mois béni du Ramadan, il est recommandé aux fidèles musulmans de jeûner 6 jours, 6 rérogatoires. Quand, comment et dans quelles conditions les fidèles peuvent jeûner ce mois, suivant les explications avec le consultant islamologue Dr Boubacar Touré. Le prophète Mohammed a dit que quiconque jeûne le mois du Ramadan et fait suivre ce mois avec 6 jours, c'est comme s'il a jeûné le mois entier. Le prophète a dit que vraiment, comme vous savez que chaque action vaut 10 bonnes actions. Donc ça veut dire, pour le mois de Ramadan, vous avez 10 mois. Parce que nous avons, chaque mois, nous avons, comme on dit, Allah Hassan Kamsali Abi Ashara. Donc vous avez, comme si vous avez gêné 10 mois. En considérant, parce que ce que Allah nous a fait pour récompense, chaque jour, un mois est égal, vous avez fait
les 1 mois là, on prend ça pour 10 mois. Et maintenant, les 6 jours, on divise ça, donc ça fait 60, ça fait les 2 ans qui viennent. C'est ce qui fait les 12 mois de l'année. Donc cela veut dire, tout celui qui jeûne le mois de Ramadan et après il jeûne 6 jours, c'est comme s'il a jeûné 1 an. Donc c'est ça l'importance vraiment de ces 6 jours que les gens ne comprennent pas. C'est pas 6 jours seulement, c'est pas 6 jours seulement, mais ça te fait au moins 2 ans. 2 ans plus les 10 mois de mois de Ramadan, c'est-à-dire chaque mois est considéré comme un mois. Donc ça fait 10. Et quand tu prends les 10 là, tu as fait 10 mois pour les 30 mois de Ramadan, plus les 2 mois, ça te fait 1 an. Les gens m'ont dit que man soma Ramadana, summatba'u sitta min shawwal kana ka siyamud dahr. C'est comme si vous avez jeûné 1 an sans rompre. Et voilà ça l'importance du mois de 6 mois de Shawwal. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle quel moment il faut le faire. C'est très important, votre question est très importante. Et la première chose, il faut le faire pendant ce mois-là. En dehors de ce mois, si vous faites 5 jours et que Shawwal termine, c'est comme si vous n'avez pas fait. Il faudra, le prophète nous a conseillé de faire 6 jours après le mois de Ramadan dans le Shawwal. Et donc c'est ça. Et comment le faire? Il faut le faire, si vous voulez, aussitôt après le mois de Ramadan, vous pouvez faire vos 6 jours. Si vous voulez, vous pouvez les fractionner. Fractionner, c'est comment? Vous pouvez faire 2 jours aujourd'hui, attendre quelques jours pour le faire, ou bien vous prenez par semaine. Vous savez que vous avez au moins 4 semaines. Pour les 3 semaines, 2 pour vous finissez. Ou vous faites aujourd'hui 1, demain vous mangez, et ainsi de suite. Il faut, ça n'a pas vraiment une obligation de faire. Il faut le prendre ensemble, non. Vous pouvez le faire de votre manière et à votre guise. Et surtout, le second plan, ce n'est pas un jeûne obligatoire. Ce n'est pas un jeûne obligatoire parce que vraiment ici, c'est le bénévolat. Vous avez à faire 30 jours du mois de Ramadan, 29 jours du mois de Ramadan, et voilà, le prophète nous conseille de faire, il recommande de faire les 6 jours. Et pour faire ces 6 jours, donc, ça a une grande récompense dont Allah subhanahu wa ta'ala seulement sait quelle est cette récompense. Alors, donc maintenant, celui qui a, donc il a jeûné, bon, soit il est tombé malade, ou bien par voyage, ou bien si c'est pour les femmes, pour les mouchures, tout. Donc là maintenant, comment faire, comment payer? Vous savez, la logique, le mois de Ramadan, le mois de Ramadan est obligatoire. Obligatoire, d'où si le musulman ou le fidèle meurt en laissant quelques jours, ce sont ses héritiers qui doivent payer. Ses héritiers, s'il a laissé 5 jours, donc c'est les héritiers de voir, chacun va prendre un certain nombre pour gêner, pour payer ça. Ils ont trouvé qu'il est préférable de payer d'abord, de rendre les jours passés pour l'obligatoire, et tandis que le 6 jours c'est un mois, c'est des jours, c'est des jeûnes surrogatoires, le faire après. Mais si on le fait aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est recommandé, parce qu'on me le dit, personne ne sait quand il va mourir. De raison pour laquelle, mais ce qui est recommandé, il faut payer ce que si vraiment c'est faisable, vous pouvez le faire sous les chambres, finir avec vraiment la dette envers Dieu, il faut le faire. Mais sinon, si vous pouvez vraiment retarder, parce qu'il y a, c'est ça, il y a une convergence vraiment des oulémas, d'autres disent on peut le faire, mais d'autres disent, compte tenu vraiment de l'importance, parce que c'est un jeûne obligatoire, le mois de Ramadan, tandis que les 6 jours là c'est surrogatoire. Donc entre surrogatoire et obligatoire, il faut passer par l'obligatoire. Donc, mais quand on le fait aussi
en faisant les 6 jours après payer, il n'y a pas de problème aussi. Est-ce forcément les 6 jours? Bien sûr, c'est les 6 jours seulement qu'on vous a demandé, c'est ça qui est recommandé. Et comme annoncé, nous venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite sur la réaction de Dambaji, son Allah, acteur de la société civile nigérienne, sur le rapport général public 2021 de la Cour des comptes, consacré en grande partie sur le contrôle et dépenses financières. Très bonne réception. Bonsoir. La Cour des comptes a fait sortir comme d'habitude son rapport annuel pour l'année 2021 et que vraiment on a fait un constat amer qui dénote en réalité l'immoralité et le sens de nuisance de ceux qui sont appelés à protéger le peuple nigérien, en considérant que le bien public est devenu leur propriété privée à telle enseigne qu'ils s'en fichent pas mal des dispositions légales prévues par la loi et ils font ce qui bon leur semble. C'est décevant et c'est malheureux pour eux de croire que le pays se résume à des partis politiques et c'est vraiment regrettable pour de soi-disant ceux qui aspirent ou ceux qui dirigent la nation. Maintenant, la partie la plus grave, c'est celle des gens qui s'approprient les deniers publics, pensant que c'est leur propriété, en utilisant des astuces mafieuses pour pouvoir détourner les deniers publics. Imaginez dans un pays où nous avons le problème de la sécurité, nous avons le problème de la santé, nous avons le problème même de l'alimentation. Regardez autour de vous combien sont-elles des mendiants qui rôdent autour de vous. Et cela est dû au fait qu'il y a en grande partie, ils sont poussés par la misère. Allez-y dans les centres hospitaliers, dans les centres de santé, comment vous allez constater que si vous êtes pauvre, en tout cas vous mieux rester à la maison que d'aller là-bas si vous n'avez rien à présenter parce que tout est privé. On obtient de tous ces critères, de toutes ces difficultés, vous pouvez penser qu'on peut vendre à un pays Matela d'une seule place à 400 000. Gobelé qu'on vendait à 500 francs, on facture ça à 10 500. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes. Et on sort ce rapport, rien ne se passe. Et les gens auront même le culot de croire qu'ils peuvent aller à travers des subterfuges pour justifier cette inconséquence. Je pense bien que la loi est claire. C'est vrai, il y a des dispositions disciplinaires, mais la Cour en elle-même, elle peut s'auto-saisir par rapport aux infractions pénales. Et je suis ravi et content de constater que la Cour a remis aussi une copie au procureur. Nous attendons voir, conformément au serment du président de la République, qu'il l'a dit et qu'il continue à croire que tout celui qui arrive à poser des travers sur les deniers publics, lui, il va se débarrasser et la loi fera son travail. Dans tous les cas, nous verrons bien et nous souhaitons vivement cette bravoure et cette compétence au président de la République pour qu'il puisse mettre l'État dans ses droits. Mais ce qui est sûr, nous imaginons très mal de voir un ministre qui pose de tels actes, des ministres qui posent de tels actes et qu'on les regarde. Imaginez, là où on vous dit un élu de la République, de surcroît un député national, voire même un président de l'Assemblée, qui va mettre un an sans faire ce que la loi lui a exigé. La Cour des comptes l'a notifié. Où vous êtes élu, vous prenez les rudiments du pouvoir, la loi vous exige, avec un délai précis,
de faire l'inventaire de ce que vous possédez comme bien. Et après un an, on constate que vous refusez de le faire et vous n'êtes pas nouveau dans la gestion de ce poste. De qui se moque-t-on dans ce pays? Si vous êtes député, c'est au nom de la conscience. Si vous êtes ministre, c'est au nom de la conscience. Si vous êtes président de la République, c'est au nom de la conscience. Parce que c'est au-delà des principes de la conscience, au-delà des lois et règlements, vous ne pouvez imposer à personne vos désirata. Eh bien, vous êtes obligé de respecter les lois et règlements du pays et les dispositions constitutionnelles si vous voulez demeurer et être respecté en tant qu'autorité. Et ces autorités, je pense bien qu'aujourd'hui, la responsabilité incombe au président de la République, conformément à son serment, de respecter et de faire respecter la loi et les lois et les règlements du pays. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Ce rapport-là, si on le laisse passer comme les autres rapports, de manière insidieuse, sans qu'on laisse la loi faire son travail, j'ai peur pour mon pays et j'ai peur pour le futur de mon pays, parce que je suis convaincu que c'est une affaire qui va s'exposer tôt ou tard. On ne peut pas permettre à ces genres dans une république en difficulté de tous les genres, de toutes les difficultés que le pays peut connaître, qui peut saper sa viabilité, et qu'on laisse passer ces genres de travers au nom de la camaraderie, au nom des alliances politiques, au nom de votre famille, au nom de votre communauté. Je pense bien que si le Niger a été géré de la sorte, et ils ne trouveront pas le Niger dans la situation dans laquelle ils l'ont trouvé. Donc, en tout cas, ils ont intérêt. Et pour eux, même d'abord, et pour nous tous. Parce que ces genres de comportements peuvent être susceptibles de toutes les éventualités qui peuvent advenir dans un pays. Je ne le souhaite pas pour mon pays. La Cour des comptes a toujours fait des recommandations. Ce n'est pas avec ces rapports seulement qu'elle a eu à faire des recommandations. Mais elle a dit. Elle a dit que les recommandations qu'elle a eu à faire, ça a été respecté à 50%. Mais ce n'est pas une question de pourcentage. Elle fait des rapports, elles doivent être respectées à 100% et non à 50%. C'est la loi, les recommandations qu'elle a eu à faire, c'est le respect de la loi. Et le respect de la loi, on ne doit pas faire ça à moitié. Parce qu'en dehors du respect de la loi, vous ne pouvez diriger personne dans ce pays. Et personne ne sera votre sujet. Donc je pense bien qu'il faut qu'on se respecte dans ce pays et qu'on arrive à respecter. Et le président de la République a la lourde et redoutable responsabilité, en tout cas, de régler ce problème qui est un problème sérieux, parce que c'est sorti à grande nature. Tout le monde a su ce qui se passe. Dans le passé, c'était des chuchotements, c'était des accusations. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait sortir ce rapport, c'est une institution qualifiée du point de vue juridique qu'on ne doit pas prendre à la légère. Ce ne sont pas des associations qui ont fait ça. Ce ne sont pas des partis politiques qui ont fait ça. C'est une institution républicaine et constitutionnelle qui a eu à faire ça au nom de la loi. Et ça doit être respecté et ça doit être pris dans les mêmes conditions que les injonctions de la loi Pombal. Lui ne cherche parce que ça ne leur serve pas de pédagogie. Quand elle sort un rapport, ça doit être pédagogique. Si on respecte les recommandations de la Cour, ça veut dire que l'année prochaine, elle ne va pas revenir là-dessus. Tous les travers tous les actes qui ont un caractère pénal, si on les traite pénalement, le prochain rapport, vous n'allez pas voir des actes comme ça. Tant que l'État ne s'assume pas, le président de la République et le premier magistrat n'acceptent pas le principe de donner l'indépendance à la justice et de demander à la justice de faire son travail, je pense bien que, quelles que soient les recommandations et quel que soit le rapport, ils resteront lettres mortes. Mais je pense bien que trop c'est trop. Ce qui a été fait dans ce rapport, en tout cas, c'est le comble de l'immoralité. Et je ne pense pas, en lui réservant un tel traitement comme dans le rapport passé, ça peut inaugurer quelque chose de plausible pour notre pays. En tout cas, je le souhaite vivement que le président de la République mesure la portée de ce rapport vis-à-vis de la République et au nom de son serment.
Non, ce n'est pas une question de séparation du pouvoir. Dans tous les cas, elles ont respecté la loi. La loi, c'est de remettre une copie au président de la République et une copie au procureur. Et le président de la République, pourquoi il lui remet le copie? Qu'il soit informé, et il y a des indisciplinés qu'on peut régler administrativement. Il est le chef de l'administration. Donc quand il arrive à détecter ça, il doit agir en tant que chef de l'administration pour que cela ne se répète pas. On transmet au procureur de la République, parce qu'il est là au nom de la République, il identifie les actes à caractère pénal, il poursuit. Demain, quelqu'un ne va pas continuer à le faire. Dans tous les cas, chacun doit jouer sa répartition du jeu dans la République. Si on ne le fait pas, en tout cas, c'est bonjour le dégât. Hein. Il ne faut pas que les uns et les autres croient. Parce que nul pouvoir n'est éternel. Dans tous les cas, le premier président de la République du Niger, il était où? Il est où maintenant? Le deuxième. Aujourd'hui, à un moment, c'était sous le président de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas lui. Et demain, ça ne sera pas Bazoum. Ça sera un autre président de la République. Mais l'État reste. Et l'État, il est encadré par les lois et règlements du pays. C'est ça sa protection. C'est ça son habillement. Mais si vous essayez de déshabiller l'État dans son habillement, je pense bien que le reste, l'histoire retiendra que vous avez été le plus grand traître de la nation. Nous avons des appels à lancer qu'au président de la République parce que c'est lui qui a été élu. Le Premier ministre, tous les ministres que vous voyez, c'est des Jikanaïka. Ceux-là dont le peuple a choisi, c'est le président de la République. C'est lui qui a été élu par le peuple. Et il doit, je dis, il doit respecter les aspirations du peuple. Et il doit protéger le peuple. Parce qu'il doit respecter les lois et faire respecter la loi. C'est ce qu'il exige la loi au nom de son serment couronné. Maintenant, ce combat, c'est le combat de tout le peuple nigérien, sans exception. Parce qu'on ne peut pas permettre à quelques groupes de citoyens de prendre le pays en otage et de surexploiter le pays dans le sens de la négativité en prélude à exposer le grand peuple à des intempéries vraiment regrettables que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire l'insécurité, le problème de famine, le problème de la santé et le problème économique tout court pour le pays, et croire qu'on va continuer dans cette lancée. Le peuple a le devoir aussi, conformément aux dispositions légales, de se faire entendre et de créer les conditions de manière en synergie avec l'action que lui, le président de la loi, lui a imposée pour que l'État soit mis dans ses droits. Parce que les deniers publics n'appartient à personne et n'appartient à aucun groupe de personnes. Ça appartient à la République et au peuple tout entier. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.